Salut à toi mon ami investisseur, et si tu as cliqué sur cette vidéo, ça va être pour une analyse de l'action Bank of America. Ça va être une analyse financière, on va rentrer dans les détails des finances de l'entreprise pour savoir si c'est un bon moment de rentrer dans l'entreprise ou non. Donc avant de commencer les analyses, petite introduction de Bank of America. Donc Bank of America, c'est la deuxième plus grande banque américaine après JP Morgan. Je suis d'ailleurs actionnaire de JP Morgan, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut quand même fermer l'œil sur d'autres entreprises qui sont concurrentes. Voilà, c'était tout pour Bank of America. On va pas rentrer dans les détails, on va tout de suite rentrer dans les résultats financiers de l'entreprise. Donc si on prend le bilan, donc on peut voir qu'entre 2021 et 2022, il y a eu une baisse en capitaux propres, une baisse de 3% à peu près. Mais sinon, de 2019 à 2020, il y a eu une augmentation de 15%, de 2020 à 2021, une augmentation de 12%. Donc c'est quand même une augmentation, mais c'est vrai que l'année dernière, c'était pas très positif pour l'entreprise. C'est pour ça que le cours a plutôt bien baissé. Voilà, si on regarde le cours depuis un an, on est sur une baisse de 23%. Et justement, c'est pour ça que ça va nous intéresser. Comme le cours de l'action a bien chuté, notamment aussi du banqueroute de la banque dans la Silicon Valley et quelques autres banques américaines. C'est pour ça que le secteur bancaire en ce moment est plutôt en baisse. Donc c'est pour ça que je me suis dit, il faut que j'analyse cette entreprise que je n'ai pas dans mon portefeuille, mais voilà, je comptais l'analyser. Donc maintenant, si on prend la dette par rapport aux capitaux propres, donc moi ce que j'aime chez les entreprises, c'est quand ce ratio-là est en dessous de 0,5%. Pour Bank of America, comme on peut voir, il n'a jamais été en dessous de 1%. Là actuellement, il est à 1,1 en 2022, donc c'était l'année dernière. Qu'est-ce qu'indique ce ratio? Ce ratio va nous indiquer si l'entreprise plus de capitaux propres, donc ce qu'on a calculé, ce qu'on a pris sur Yahoo, si l'entreprise avec ses capitaux propres peut couvrir ses dettes. Donc c'est-à-dire que si le ratio est supérieur à 1, les dettes sont plus importantes que les capitaux propres. Premier point noir pour Bank of America, le ratio dette sur capitaux propres est supérieur à 1. Si on remarque bien, il y a quand même une décroissance. Si on prend depuis 2019, il y a une décroissance aussi, une petite hausse après la grosse baisse. Donc quand même depuis 2020, on reçoit quand même une baisse. Le ratio en 2022 a baissé malgré la baisse des capitaux propres, ce qui veut dire que les dettes ont baissé. Pas trop positif, mais c'est vrai que depuis 2016, le ratio il est en dessous de 1,5 et là on est à 1,1, donc c'est le plus bas depuis 2014, donc point négatif mais positif aussi, hein, donc c'est du plus et moins pour le bilan. Pour le compte des résultats, bien sûr c'est un Excel que j'ai créé, à chaque fois je mets les sources, donc vous pouvez retrouver les nombres que j'affiche, voilà, vous pouvez retrouver à l'image, vous pouvez voir comme ça. C'est important bien sûr de mentionner ces sources. Donc voilà, c'est du plus moins, je voulais reprendre parce que les pourcentages n'étaient pas bons, j'ai dû rajouter les zéros ici parce que je les avais enlevés. Donc voilà, donc maintenant on va regarder le compte de résultats. Donc si on prend les bénéfices nets, donc on peut voir de 2019 à 2018 une énorme baisse, notamment due au Covid. Ensuite un énorme gain en 2021, très bon résultat, et ensuite une baisse légère en 2022. Donc encore c'est négatif, c'est négatif. Donc ensuite j'ai calculé la renta des capitaux par rapport aux bénéfices nets. Les nombres que j'obtiens ici, ce sont à peu près les nombres que obtiennent Morning. Donc ce que je voulais souligner par rapport au tour de capitaux propres, donc cet indicateur en fait ça va prendre les capitaux propres de l'année d'avant et calculer du coup le bénéfice réalisé l'année d'après. Ça veut dire qu'avec ces capitaux propres, on a réussi à générer 7% de bénéfice du total des capitaux propres. Plus le ratio est élevé, plus c'est positif. C'est-à-dire que l'entreprise est capable d'utiliser ses ressources pour générer des revenus. Donc ce qu'on va voir aussi là pour Bank of America, c'est une augmentation en net, hein, l'augmentation elle est nette. Voilà, depuis 2020 avec le Covid, on a une petite baisse qui est remontée en 2021 parce que l'année 2021 était incroyable, hein, je le répète pour Bank of America. Et ensuite une petite baisse pour 2022, hein, quand même 8%, ce qui est pas trop mal. L'excellent, ça serait quand même du 15%, ça serait du 15%. Mais là, on tourne autour de 10, Bah voilà, c'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais, on n'est pas mauvais. C'est pas un point rouge, c'est plus un positif, plus un bon positif, parce qu'en plus, c'est croissant. Maintenant, on va s'attaquer au flux de trésorerie, tout simplement le point noir pour Bank of America. C'est totalement en décroissance, hein. Et on est même à un flux de trésorerie négatif en 2021 et négatif en 2022. Ce flux de trésorerie négatif n'a pas empêché Bank of America de performer en 2021. C'est vrai que c'est quand même un gros point rouge. C'est à surveiller de très près, car c'est très mauvais hein, d'avoir un flux de trésorerie disponible. C'est toujours bien d'avoir des liquidités. Tout est négatif hein, dans ce rapport, il n'y a pas grand chose de positif. Maintenant, on va s'attaquer à l'évaluation de l'entreprise. Donc pour cela, j'ai utilisé deux techniques, la technique net et la technique popularisée par Benjamin Graham, la technique ratio par rapport au cours valeur comptable net. Donc la différence dans les deux indicateurs, c'est que pour le premier indicateur, on prend uniquement les actifs courants, et pour le deuxième indicateur, on va prendre les actifs courants et non courants, donc c'est égal au total des actifs. Donc on va prendre ce ratio, et donc en fait on va faire la différence entre les actifs et le passif pour avoir du coup la valeur active courant
Et là, du coup, la valeur des actifs nets provient de la différence. Hein. Et ensuite, avec ceci, on va prendre le nombre d'actions en circulation et on va tout simplement diviser cette valeur pour avoir un cours d'action. Donc, avec la valeur net, on a un cours d'action à 22 $. 22 $, si on prend une marge de sécu de 20%, on obtient un cours de 17. Le cours actuel de l'action se situe entre 27 $ et 28 $. Donc, avec la méthode net, on est bien en dessous du prix actuel, donc c'est plutôt négatif. Mais après, la valeur net de Benjamin Graham est un peu strict. Hein. Faut vraiment. Donc c'est pour ça que j'utilise le deuxième indicateur où là ça va être plus intéressant et moins strict, et là on va pouvoir voir ce que la valeur nous apporte. On tombe sur un cours de 33 $, mais avec une marge de sécu de 20%, on tombe à 26. Et là, du coup, on se situe plutôt près de la valeur actuelle, donc ce qui est plutôt positif. Donc la valeur entre la différence, la valeur en net, ça va être ce qui va être important, c'est que si jamais l'entreprise fait banqueroute maintenant et devait vendre tous ses actifs au plus rapide, au plus court, c'est pour ça qu'on prend pas les actifs non courants, tous les actionnaires obtiendraient 17 $ sur l'action, enfin 22 $. Parce qu'il y a quand même une marge de sécurité. Donc voilà. Alors que si on prend le temps de vendre aussi les actifs, donc c'est-à-dire l'immobilier, le patrimoine, etc., on tombe sur du 26 avec la marge de sécurité, donc ce qui est pas loin du cours actuel, donc c'est plutôt pas trop mal. Maintenant ensuite on va analyser le PER. Pour analyser le PER, pour savoir si c'est un bon PER, on va prendre la moyenne sur 10 ans, donc j'ai pris ça sur MacroTrends, et la moyenne du PER de Bank of America sur 10 ans, elle est de 14, PER de 14, on prend une marge de sécurité de 30% et on tombe sur un PER de 10. Est-ce que notre PER actuel, il est en dessous de celui-ci? Bien évidemment, même de 20%, c'est vraiment, donc là on peut voir en plus, je vous ai mis la courbe pour voir que le PER il fait que de tomber. Donc ça veut dire que c'est un indicateur en plus qui dit que pour entrer dans l'action, ça veut pas trop dire qu'elle est surévaluée. Maintenant, ce qui est important, sachant que j'ai un portefeuille à dividendes, ce qui est important, ça va être d'analyser les dividendes bien sûr. Donc on va regarder, donc si on regarde la courbe des dividendes, on voit la crise de 2008, une grosse baisse, et par ensuite, depuis 2008, un dividende en constante augmentation, évolution, avec un 17% d'augmentation du dividende sur les 5 dernières années. C'est énorme, je vise le 10%, donc un 17%, c'est plus que ce que je recherche. Un rendement actuellement qui est à 3%, et un ratio de distribution de 30% maximum en ce moment, donc c'est vraiment une entreprise qui garde de l'argent, qui ne verse pas tout son bénéfice, et ça c'est positif. Donc là c'est des points très positifs, hein. On aime ça. Et enfin la dernière évaluation que je fais pour les actions, on va passer à la valeur intrinsèque. Donc pour celui-ci, il nous faut le bénéfice par action. Donc j'ai pris des 12 derniers mois, donc j'ai pris les 3 derniers rapports trimestriels. Donc on obtient un bénéfice par action de 3,3. On prend un taux de croissance de 10%, parce que on se situe là un peu, c'est une moyenne, 10%. Vous pouvez prendre moins plus, moi j'aime bien prendre 10%. Et du coup on tombe sur une valeur à 28 $. Avec une marge de 20%, on tombe à 23 $ de sécurité. J'aime pas trop les marges. C'est vrai que on pourrait dire que la valeur de l'entreprise surévaluée, mais étant donné qu'on regarde son PER et les dividendes, on peut prendre le risque d'acheter une entreprise qui se situe du coup auprès de sa valeur, sans marge de sécurité, du coup pouvoir profiter du dividende et de petites croissances. Donc pour moi, c'est pas un achat, hein. C'est pas un conseil d'achat que je vous fais. Je vous conseille de garder vos actions si vous avez des actions, c'est sûr. Mais achat modéré pour l'entreprise. Mais étant donné que quand je fais des analyses, j'aime bien soit acheter, soit vendre en direct avec vous pour vous montrer que je crois plutôt mes analyses. Donc c'est pour ça que je vais me rendre sur mon broker eToro. J'ai pas de liquidité, mais je compte faire un mouvement, vendre Berkshire Hathaway, fermer mes positions en plus-value de 15%. En 2 ans, donc c'est pas trop mal. On va clôturer du coup et on va investir tout simplement 120 $, ouvrir la position. Donc à savoir que je vais faire un move suivant pour ceux qui suivent mon portefeuille. Je possède AXA sur mon broker eToro et AXA sur mon broker Interactive Broker. La position AXA commence à représenter 7% de mon portefeuille. Je vais donc tout simplement vendre. Là actuellement il est 18h30, donc le marché français est fermé, donc ça sert à rien que je les vende tout de suite. Mais je vais vendre ces 8 actions d'AXA sur eToro pour les renforcer, pour aller racheter Bank of America. Donc voilà, donc c'était l'analyse de Bank of America. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Si tu veux que j'analyse une action en particulier, n'hésite pas à le mettre dans le commentaire, ça ferait super plaisir. Sur ce, je vous dis ciao.